Alors, la question des traumas complexes est omniprésente en Afrique, notamment en lien avec les violences sociétales, les migrations forcées, les conflits. Quelle est votre approche thérapeutique de ces problèmes? L'approche thérapeutique, quand même, elle a changé quand j'ai commencé à m'intéresser aux approches psychocorporelles. Parce que ce qui se passait auparavant, c'est que je voyais le problème, je comprenais le problème, je voyais la dimension traumatique de ce vécu, mais je n'avais pas suffisamment d'outils. C'était des gens parfois qui étaient en dépression, qui avaient des troubles anxieux, que je traitais avec des médicaments. J'utilisais peut-être un peu de thérapie familiale, mais je n'avais pas le sentiment que quelque chose était en train de bouger. Et justement, une expérience personnelle, c'est que j'avais le sentiment que c'était des malades qui étaient lourds à porter. Ça me donnait vraiment envie de fuir, sauf que ces malades continuaient à m'investir. Et je me disais qu'ils attendaient quelque chose de moi, un miracle, et que je n'avais aucun moyen. Et j'avais envie de tout lâcher jusqu'au moment où je fasse une formation avec les approches psychocorporelles. Et donc aujourd'hui, la prise en charge a complètement changé. C'est des gens que je parviens à faire travailler parce qu'ils comprennent pas mal de choses, ils comprennent toutes les dynamiques qui se passent en eux, toutes ces tensions, toute cette pression, toute cette angoisse. Ils peuvent comprendre d'où est-ce que ça vient. Et la prise en charge aujourd'hui, depuis que j'utilise ces approches psychocorporelles, ça fait que je suis plus dans des approches corporelles où je leur fais faire des exercices, où ils comprennent des choses, où je leur parle de parties de soi. Et ça change, ça me fait changer de paradigme par rapport à la prise en charge. Moi-même, ça me met beaucoup plus à l'aise. Et quelque chose aussi qui est intéressant, que je n'ai pas souligné tout à l'heure, c'est que je me prends en charge. Et je me prends en charge parce que j'entends pas mal de discours qui sont violents, qui sont difficiles à vivre. Mais grâce à l'EFT, j'ai amélioré mon hygiène de vie. Justement, je voulais vous poser la question. Quand on parle de trauma complexe, de prise en charge de trauma complexe, on oublie souvent de parler de trauma vicariant. Quelles précautions, à votre avis, les thérapeutes qui prennent en charge des traumas complexes devraient prendre? Déjà se former à l'EFT. C'est quelque chose d'extrêmement important parce que ça permet justement de se nettoyer. On absorbe beaucoup de souffrance et donc la précaution à prendre, c'est justement de faire ces nettoyages régulièrement. Fort heureusement, quand vous prenez en charge avec l'outil EFT, ce que ça apporte, c'est que ça permet justement au moment où vous entendez ces discours, justement de vous décharger de pas mal de matériel traumatique. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose pour effectivement que le thérapeute doit prendre comme précaution, c'est d'avoir quand même une bonne hygiène de vie. Ça veut dire qu'il y a effectivement le travail, mais il y a aussi des moments où il faut se ressourcer, et ça peut être des ressourcements auprès de la famille, ça peut être des ressourcements au niveau spirituel, parce que moi je suis croyant, je me ressource beaucoup aussi au niveau spirituel en plus de la famille. Et puis une chose que je recommande très régulièrement, je le recommande à mes patients, mais aussi je le fais très régulièrement, je pratique beaucoup de marche, de la marche rapide que je fais plusieurs fois par semaine. Ça me permet vraiment de rester tonique, de me sentir bien dans mon corps, et puis ça influence très positivement mon mental. L'Afrique, justement, est riche d'une diversité de traditions culturelles, de représentations du soin. Il y a aussi des cultures qu'on ne trouve pas, par exemple, dans d'autres pays, comme je pense notamment au marabout. Comment est-ce que vous pouvez intégrer tout ça dans des méthodes thérapeutiques, comme par exemple l'EFT, mais d'autres, hein, je pense à l'EMDR ou à d'autres pratiques? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que quand on utilise des approches psychocorporelles, par exemple l'EFT, ce qui va se passer, c'est que les patients au début semblent un peu incrédules, parce qu'ils ont l'impression d'être chez le marabout. Pourquoi? Parce qu'on touche à des choses, on fait des exercices, et c'est comme les pratiques rituelles chez le marabout. Et donc, ça leur donne quelque chose qui semble peut-être au début un peu étrange, mais après ils s'y retrouvent. Mais je me suis rendu compte que quand la confiance est là, tout se passe très bien. Et donc, ces pratiques traditionnelles, quand vous allez chez le marabout, quand vous allez chez le guérisseur, c'est des pratiques aussi qui mettent à contribution le corps, parce qu'il peut arriver que le marabout prenne votre tête, commence à appuyer sur vous, fasse une certaine pression,
tout ça a à voir avec justement l'EFT par exemple qui met au centre de la prise en charge le corps. Et donc en Afrique, on investit beaucoup le corps. En Afrique, ce qui va se passer, c'est que la personne va vous demander de faire un certain nombre c'est des gestuels à faire, c'est par rapport à la prière, prier tous les jours, faites ceci, faites cela. Il y a des maravauts qui vous prennent la tête, il y a des maravauts qui tapotent peut-être certaines parties de votre corps. Ça ressemble à de l'EFT, ben, ce qui montre que finalement, on est dans quelque chose qui parle bien aux populations. Pourquoi? Parce que le corps est davantage investi. Et c'est pourquoi tout passe par le corps. Le corps est un moyen d'expression dans ce qui nous arrive. Quand vous avez régulièrement un mal de tête, ça va être interprété peut-être comme le signe, je ne sais pas, d'une possession, de maraboutage qui a été fait quelque part. Il fallait casser le mauvais sort qui a été jeté sur vous. Et donc, les gens, il y en a beaucoup qui ont des traumatismes, qui vont l'exprimer par le corps. L'EFT pourra régler pas mal de problèmes parce qu'effectivement, il y a de la violence, il y a des deuils qui sont très difficiles, il y a des ruptures affectives qui sont intenses. Je suis en train de penser à une pratique qui est très régulière chez nous et qui est le confiage. Le confiage, c'est par exemple, c'est une pratique traditionnelle, mais une pratique sociétale, qui fait que par exemple, si vous êtes deux sœurs et que il y a deux sœurs, l'une est mariée, elle a des enfants, l'autre n'a pas d'enfants, on prend un des enfants qu'on donne à l'autre sœur, c'est-à-dire on lui donne définitivement comme si elle était cette personne était son propre enfant. Et donc, la sœur qui a donné l'enfant se donne le devoir et l'obligation même de ne jamais intervenir dans l'éducation de l'autre. C'est bien les raisons qui sont invoquées par rapport à ça. Et après, cet enfant va le vivre comme un rejet et un abandon. Ça reste quelque chose de très compliqué. Et une petite étude qu'on a fait au niveau du service de psychiatrie, on s'est rendu compte qu'en réalité, même si la prise en charge, l'éducation, tout a été fait selon les règles de l'art, il y a une grosse souffrance derrière et une fragilité de la personnalité qui ont exposé justement à ce type de compensation sur le plan psychiatrique. Et ça montre que c'est des formes de violence qui sont assez bien rationalisées au sein de la société, mais qui restent quelque chose qui laisse de très grandes blessures profondes chez la personne. Et donc tout ça rentre dans le cadre justement de ces traumas complexes que les gens ne prennent pas forcément en charge parce que c'est difficile, parce qu'ils n'ont pas les ressources thérapeutiques qu'il faut. Du coup, on accompagne, on rationalise beaucoup. Voilà, et même la personne qui est malade tente de rationaliser. Mais il y a eu des cas qui sont très mal passés où, après avoir donné justement l'enfant, il y a eu de la maltraitance de l'autre côté. Quel conseil vous donneriez justement aux soignants, aux psys, aux médecins, psychologues, psychiatres, mais au-delà de ça, infirmiers, infirmières qui se retrouvent en contact en fait avec ces personnes? C'est-à-dire les personnes souffrant de psychotrauma, qu'ils soient complexes ou simples. Oui, déjà, les mettre dans un cadre sécurisant, parce que c'est des personnes, enfin, on est en train de parler justement des soignants. Le conseil que je leur donne, c'est qu'il faut faire très très attention, parce qu'on n'est pas souvent conscient du traumatisme vicariant. La manière dont on a été formé, c'est qu'un soignant, ça doit être quelqu'un qui tient, c'est quelqu'un qui est là, c'est une sorte de missionnaire qui doit accompagner, qui ne doit jamais manifester de la faiblesse, jamais souffrir, alors qu'effectivement, c'est des gens qui prennent beaucoup sur eux, qui absorbent énormément de matériel traumatique, qui finissent même par être traumatisés. Et c'est une souffrance qui risque de faire vivre sans le vouloir à leurs patients, parce que tout simplement, ils se coupent de quelque chose qui est traumatique, qui est difficile, qu'ils ne parviennent pas à gérer tout seul, et une chose dont ils n'osent pas parler, parce que quelque part, il y a une peur d'être jugé. Et donc, le conseil que je leur donne, c'est déjà de comprendre qu'on doit faire attention à ce que l'on ressent, on ne doit pas fuir. On doit essayer de se soutenir, par exemple, consulter de petits groupes de parole, parce que tout le monde ne fait pas forcément de la thérapie, tout le monde ne fait pas de l'EFT, bien que ce soit moi, quelque chose qui doit être intégré dans la formation pour permettre aux gens aussi de se soigner. Et donc consulter des groupes de parole, je pense que c'est une très bonne chose. Avoir aussi le courage d'aller consulter pour parler de ce que l'on ressent, c'est aussi un bon moyen de vraiment se prendre en charge. Et tout ça, on le fait pour soi, mais on le fait aussi pour les patients. Parce que ce qui est remonté régulièrement, en tout cas le retour qu'on leur fait par rapport à la prise en charge, à force de tremper dans la souffrance des autres,
eux, ils finissent par se couper de leur propre ressenti, d'être froid et distant. Et ça, justement, ça provoque une forme de maltraitance auprès des patients. Donc, en tant que professeur et clinicien expérimenté, comment voyez-vous l'avenir de la psychothérapie en Afrique? Il faut dire que même chez les intellectuels, quand vous parlez de psychothérapie, toujours il y a une forme de stigmatisation et dire que non, la psychothérapie, ça ne nous intéresse pas, la psychologie, ce n'est pas une réalité de chez nous. Mais on voit que les gens, ce à quoi ça contribue, c'est que ça renforce les traumas, ça fait qu'on ne s'ouvre pas par rapport à ce que l'on a vécu. Mais je suis absolument confiant parce que la société est en train de devenir de plus en plus psychologisante. Et l'apport de ces outils comme le FT, mais peut changer pas mal de choses parce que les gens se rendent compte que sans être allés chez le marabout, vous faites un certain nombre d'exercices et vous sentez que vous êtes bien. Ça veut dire que le corps est connecté à l'esprit. Et donc je suis très confiant par rapport à la psychothérapie en Afrique. Pourquoi? Parce que de plus en plus les gens en parlent, de plus en plus ceux qui ont vécu l'expérience, ils ont des retours très positifs par rapport à ça. Et l'écoutant, je parle surtout de ceux qui ont des outils. Parce qu'il y a plein de psychiatres qui sont formés, plein de psychologues, mais qui n'ont pas forcément les outils pour vraiment accompagner. Mais moi, je reste très très confiant parce que de plus en plus les gens sont conscients de la dimension psychologique de tout ce qui leur arrive, de comprendre que le corps parfois réagit à ce qui se passe dans l'esprit. Et aujourd'hui, étant donné que nous, ce master, on l'a créé pour combler justement ce gap par rapport à la formation, nous commençons à beaucoup en parler. On va tout faire pour que le ministère de la Santé s'intéresse à ça, pour que les autorités sur le plan politique s'intéressent aussi à cet outil, parce que c'est un outil qui nous parle, c'est un outil qui est bien. Et le fait justement de créer ce master de psychothérapie au sein dans cette haute institution qui est l'UCAD, ça donne un ancrage universitaire, ça va réglementer quelque part la pratique et puis ça va permettre effectivement de mettre de l'ordre. Pourquoi? Parce que les gens parfois ils ont des pratiques un peu empiriques, ça va dans tous les sens. Il y a beaucoup de personnes qui s'autoproclament psychologues, psychothérapeutes, sans pour autant savoir exactement qu'est-ce qu'on attend de psychothérapeute. Et il arrivera un moment, nous le souhaitons, où si vous êtes là au Sénégal, vous n'avez pas été à l'étranger et que vous dites que vous êtes de psychothérapeute, la condition première c'est de faire ce master-là pour que vraiment on ait les mêmes points de repère, qu'on puisse se voir dans la même direction et que les choses soient mieux structurées. Donc j'ai confiance, étant donné que la psychothérapie a fait son entrée à l'université. L'EFT, qui est une approche corporelle aujourd'hui, vraiment qui nous parle énormément. Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, elle a une bonne place au sein de ce master-là.